Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information. Les titres à présent: drame au marché international de Dantokba ce 16 avril 2018. Un incendie a ravagé une grande partie du marché. Alors que la grève se poursuit dans les établissements publics, les écoles privées se préparent activement pour les examens. En interactualité, nous nous intéresserons au Mozambique où le secteur ferroviaire a le vent en poupe. Bienvenue dans ce journal. Si vous venez de nous rejoindre, incendie au marché international de Dantokba. Une grande partie du marché a pris feu dans la nuit du dimanche 15 avril au petit matin de ce lundi 16 avril 2018. En dépit du dynamisme des sapeurs-pompiers, la zone concernée est celle destinée à la vente des produits vivriers, près de 4000 m². Une délégation gouvernementale a été vite dépêchée sur les lieux pour témoigner du soutien de l'État aux victimes. Des sources anonymes avance un câble électrique défectueux comme origine de l'incendie. Notons qu'en 2015, une partie du marché avait déjà été ravagée par le feu. Le Parti des valeurs républicaines PVR de Lot-Quenon, à l'occasion des 2 ans de gouvernance sous la rupture, a fait ce samedi le bilan de la gestion Talon. C'était à travers un meeting à la maison des jeunes de Semekpodi. Selon Lot-Quenon, le bilan du président Patrice Talon est satisfaisant et il invite l'opposition à des critiques constructives. Reportage. Dans cette salle de la Maison des Jeunes de Semekpodi, ce samedi 14 avril 2018, le Parti des valeurs républicaines PVR de Lot-Quenon a fait le point de la gouvernance de Patrice Talon depuis le 6 avril 2016. Devant militants, sympathisants et quelques curieux, le président de ce parti qui soutient la politique du régime a défendu sans réserve ses actions. En somme, un bilan qu'il estime élogieux. D'abord, c'est avec le président Talon que le découpage du Bénin en 12 départements devient une réalité. Il était courageux. Le déménagement de la lutte contre la corruption, de la fission et du rêve, où il était logé, pour donc la réalité où elle vit actuellement, de l'assainissement des finances publiques, qui va de pair, n'est-ce pas, avec la réduction du train de vie de l'État. Le délaissage interpressible a un mauvais souvenir. Les populations des départements de collines se réjouissent déjà. 50 milliards pour régler définitivement le problème de la couverture d'eau dans les 6 communes donc, de ce département. Les femmes bénéficient désormais des programmes améliorés de microcrédit. Le déficit budgétaire 2015, qui est de 8%, est allé à 4,8%. Infrastructure, tourisme, sécurité et santé, toutes les réformes et actions engagées dans ces secteurs ont été citées par le président du PVR. Il s'est ensuite prononcé sur la création du parti de l'opposition, Union sociale libérale USL, de Sébastien Germain Adjavon, dont il juge le discours sévère. Le PVR invite le président Adjavon à se débarrasser de l'esprit de critique et à nous proposer, sinon à proposer au gouvernement des solutions aux maux qui défient tout gouvernement. On n'a pas besoin d'être dans le gouvernement avant d'apporter sa contribution au développement du pays. Lot-Quenon a terminé son meeting en se prononçant sur la récente sortie de l'ex-ministre de la Défense, Candide Azanaï. Le président du PVR a condamné ce qu'il nomme déballage du ministre et a dénoncé ses propos qui, selon lui, payent en noir le bilan de la gouvernance du président Patrice Talon. Azanaï est un leader d'opinion. Il doit savoir raison garder et en savoir faire donc la sélection de ses mots. Sous aucun prétexte, il ne doit contribuer à la déstabilisation du régime qu'il a préféré aux Béninois pour les sortir de la précarité. Le Parti des valeurs républicaines vient ainsi de réitérer son soutien au gouvernement de Patrice Talon. À cette occasion, il a reçu le soutien des jeunes sages et maraîchers de Semekpodi. Il avait aussi à ses côtés la présidente du mouvement Fouka Fouka, Jeanne Assoklé, qui a en langue entretenu l'assistance sur le bilan du régime Talon.
Toujours à Diefa, ce samedi 14 avril 2018, la coalition pour la défense de la démocratie CDD a été créée. Aux commandes de ce regroupement, plusieurs autorités morales à l'instar des anciens présidents de la République, Nicéphore Soglo et Boni Yahi, du médiateur émérite de la République, Albert Évreux-Dray. Cette coalition compte aussi en son sein le président d'honneur de l'Union sociale libérale USL, Sébastien Adjavon, opposant politique au chef de l'État, Patrice Talon. Ensemble, ils dénoncent la violation par le président Talon du serment prêté le 6 avril en ne respectant pas la Constitution et met en garde le Parlement contre un éventuel remplacement de la LEPI par une liste extraite du RAVIP. Ils appellent le président à faire installer le COS-LEPI, à procéder à son audit et à convoquer une assise nationale. La séance plénière de ce vendredi a connu l'examen de 2 projets de loi portant autorisation de ratification de l'accord international sur le code bénino-togolais de l'électricité amendé, puis l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale. Nous sommes bien évidemment au Parlement béninois. C'est le ministre de l'Énergie donnant, Jean-Claude Oussou, qui a défendu le dossier devant la représentation nationale. Reportage. Il s'agit de 2 projets de loi relatifs. Le premier à l'autorisation de ratification de l'accord international sur le code bénino-togolais de l'électricité amendé. Le deuxième texte relatif à l'autorisation de ratification de l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale signé par le Bénin le 3 août 2017. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedi, a convié la commission du plan de l'équipement et de la production a présenté son rapport sur chaque projet de loi. On comprend donc à travers ce rapport que notre pays, le Bénin, en ratifiant cet accord cadre, va pouvoir permettre aux opérateurs privés béninois d'investir en toute sécurité et à long terme dans le sous-secteur énergie électrique. Le nouvel accord octroie une souveraineté aux parties contractantes quant à leur capacité de production d'énergie pour satisfaire leurs besoins et autoriser les activités de production, d'importation et de transport de l'énergie électrique selon la convenance de chaque État. Les députés ont pris ensuite la parole pour faire leurs observations et recommandations sur ces 2 projets d'autorisation de ratification sur l'accord cadre créant l'Alliance solaire internationale et l'accord international sur le code bénino-togolais de l'électricité amendé. Concernant l'accord de l'Asie, Alliance solaire, on nous présente très souvent les avantages. Mais très souvent, lorsqu'on dit, bon, si vous signez, vous avez tel milliard, j'aimerais qu'on nous dise un peu les conséquences négatives. Je souhaiterais que le gouvernement donne à la représentation nationale quelle est la situation réelle aujourd'hui de ce projet-là et de nous dire quelles sont les 67 localités qui sont prises en compte pour qu'on ait une cartographie nationale donc de ces 67 localités. La communauté électrique du Bénin, qui est le fruit de cet accord, a fait du chemin. Aujourd'hui, ce monopole-là est cassé pour profiter aux installations privées. Nous avons espoir, Monsieur le Président, que même les factures, les hausses factures que nous constatons tout le temps, à chaque fin du mois, dès que vous voyez les agents de la SPBE pénétrer votre maison, je crois que normalement avec cet accord, il aura une baisse. Le ministre en charge de l'énergie, donnant Jean-Claude Oussou, présent à l'hémicycle, interviendra pour rassurer les députés béninois de l'importance pour notre pays de ratifier ces 2 accords. Ces 2 accords que nous sollicitons pour leur ratification va changer littéralement le secteur de l'énergie. Dans notre pays, je veux parler donc du code bénino-togolais qui va nous permettre évidemment d'ouvrir ce secteur aux investissements privés. Nous voulons être comme les grands pays où on anticipe en ayant une vision et en donnant de la visibilité. Donner de la visibilité, c'est aussi être en capacité de prévoir nos besoins dans les 5, 10, 15 prochaines années à venir. Les 2 projets d'autorisation de ratification dans le domaine de l'énergie électrique soumis au vote des députés ont été adoptés à l'unanimité. La loi numéro 2018-08
est adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. Les députés se retrouvent la semaine prochaine pour l'examen d'autres projets d'autorisation de ratification. Environnement à présent, les données climatiques deviennent de plus en plus complexes avec le réchauffement planétaire qui rend difficile la gestion des saisons, surtout celles pluvieuses. N'empêche, dans le cadre de la gestion des pluies 2018, les climatologues donnent quelques prévisions. Corneille Aïssa et Fiak Voitan pour plus de détails. La grande saison pluvieuse démarre à Cotonou et dans les autres villes du sud Bénin. Les premières pluies tombent déjà et annoncent les couleurs d'une période faite de précipitations et d'humidité, souvent difficile à vivre à cause des inondations. Ainsi, en début de chaque saison, des interrogations et inquiétudes persistent. Que réserve alors la grande saison des pluies 2018? Quelles sont les prévisions saisonnières? Quel sera le comportement des pluies et l'écoulement des eaux? Ces interrogations ont réuni experts climatologues, météorologues, hydrologues au Forum 2018 des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques dans les pays du Golfe de Guinée. Forum tenu du 5 au 9 mars 2018 à Lomé au Togo. Les prévisions de cette année ne seront pas exceptionnelles du point de vue hauteur de pluie. En réalité, sur nos côtes, il pourrait y avoir une arrivée précoce des pluies. D'ailleurs, on l'a déjà constaté, arrivée précoce des pluies. Et le total des pluies durant cette saison peut être égal ou légèrement supérieur à la moyenne de saison. Légèrement supérieur à la moyenne. Et on peut enregistrer aussi une précocité de l'arrêt de la saison pluviale. Et au cœur de cette saison, on peut assister également à des poches de sécheresse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des jours consécutivement sans pluie, c'est-à-dire qui va entraîner une sécheresse à l'intérieur de la saison. Et cela peut avoir des conséquences sur la production, sur la santé et sur l'environnement. Dans le sud Bénin, des quantités de pluie légèrement au-dessus de la moyenne sont attendues. Nous savons que dans le sud Bénin, les hauteurs de pluie annuelles varient entre 1000 et 1350 mm de pluie. Bon, ça peut aller légèrement au-delà de cette moyenne. Mais ce qui va se passer, ce n'est pas au niveau du total annuel que le problème se pose, c'est au niveau du total saisonnier. Au niveau du total saisonnier, lorsque par exemple vous assistez à une accumulation de pluie sur 3 à 4 jours qui dépasse légèrement les moyennes saisonnières, il peut y avoir inondation tout de suite. Ou bien lorsque vous avez une période de sécheresse plus longue à l'intérieur de la saison des pluies, vous allez assister à la dégradation importante de l'environnement. Donc tout cela peut s'observer avec beaucoup d'attention et donner à réfléchir aux autorités. À l'issue de ces prévisions, d'importantes recommandations ont été formulées pour prévenir les risques et mieux tirer profit de la saison. Le climatologue invite alors les acteurs de la chaîne de prévention et de gestion des risques et catastrophes à savoir anticiper. Ce qu'on devait faire, c'est commencer par prendre les dispositions pour anticiper sur ce qui pourrait venir. Pour la saison, nous savons que les inondations dans nos villes sont cycliques. Pourquoi ne pas anticiper? Commencer par mettre en place des systèmes de protection et amener les populations à mieux s'installer. Parce que l'installation anarchique des populations est aussi cause d'inondations. Ces prévisions climatiques, fortement influencées par le réchauffement planétaire, sont à prendre au sérieux pour mieux gérer la grande saison des pluies 2018. Publication d'un nouveau rapport d'Amnesty International. Il porte sur les condamnations à mort et exécutions dans le monde en 2017. Le document a été présenté ce jeudi à Cotonou au Bénin par son antenne béninoise. Le rapport reconnaît les efforts du pays en matière de communication de peine de condamnation à mort. Il recommande également au Bénin de renforcer son action relative au respect du droit à la vie. Le rapport 2017 d'Amnesty International sur les condamnations à mort et exécutions révèle les avancées sur le sujet de l'abolition de la peine de mort, notamment en Afrique subsaharienne, où la Guinée a rejoint le rang des pays abolitionnistes. Je vous propose d'écouter le directeur exécutif d'Amnesty International, Bénin. Nous sommes en joie parce que, comme vous le savez, le 21 février 2018, le gouvernement béninois a commué la peine des 14 condamnés à mort, finalisant ainsi le processus d'abolition. Mais pour notre pays, les défis restent encore majeurs.
les défis majeurs, c'est-à-dire que l'objectif d'être un État moderne en termes de respect du droit à la vie reste encore à concrétiser. En ce qui concerne la torture, nous sommes en plaidoyer pour demander au Bénin d'aller au-delà de la commutation donc des peines de mort pour pouvoir réellement dans le prochain code pénal criminaliser la torture et criminaliser la vindicte populaire. Nous avons constaté à travers ce rapport que l'Afrique subsaharienne a fait un bond qualitatif parce que nous sommes à peu près aujourd'hui sur 20 États qui ont définitivement aboli pour tous les crimes la peine de mort en Afrique subsaharienne. Nous avons moins d'exécutions en 2017. On a autour de 993 exécutions alors qu'en 2016 nous avions 1032 exécutions. Au niveau des condamnations, nous avons aussi connu des avancées notables parce qu'on était autour de 3100 l'année dernière. On n'en est qu'autour de 2600 à peu près pour 2017. Pourtant, il reste quelques zones d'inquiétude. Nous avons comme inquiétude certains pays dans lesquels, malgré le recul global des statistiques sur les exécutions et les condamnations, dans ces pays, le phénomène a doublé. C'est le cas par exemple de la Palestine, c'est le cas par exemple de la Somalie, c'est le cas par exemple du Singapour. Donc, il y a ces inquiétudes qui nous rappellent que tant qu'un seul individu va rester encore menacé dans son droit à la vie par l'État censé le protéger, nous avons toujours du pain sur la planche, mais l'espoir est permis. Éducation à présent pour fermer la page Nation de ce journal. Pendant que les portes des classes de l'enseignement public sont fermées pour faire grève, les établissements privés d'enseignement secondaire ont tous évolué dans l'exécution de leur programme. Ils finiront le cours d'ici mi-mai avant d'entamer les révisions. C'est le cas des établissements catholiques Saint-Jean de Cotonou et Saint-Augustin, sillonnés par notre équipe de reportage. Ce sont les seuls établissements d'enseignement qui fonctionnent sans la moindre perturbation depuis plus de 3 mois de grève. Pour voir les activités pédagogiques se dérouler tous les jours ouvrables de chaque semaine, il faut en effet se rendre dans les écoles, collèges et universités privées. Au cours secondaire Saint-Augustin de Cotonou, ce jeudi matin, on peut voir les élèves et enseignants en plein cours. Tsunami, very good. What's it? You? F great. Excellent. Here's another example. Ici, on parle même d'avoir déjà exécuté à 80% le programme d'enseignement en cours, notamment dans les classes d'examen. Même constat au collège privé de Saint-Jean. Tout ce qui concerne les méthodologies à enseigner aux enfants, nous nous attelons à ce que cela se fasse. Et dans les classes d'examen, compte tenu d'une progression bien déterminée, à la fin du mois d'avril, tous les programmes sont achevés et pour les retardataires, la fin de la première semaine du mois de mai. À telle enseigne que nous démarrons les révisions. Le travail dans l'ensemble, ça peut aller. Il y a la rigueur, ça nous permet de bien travailler, de bien comprendre les cours et de bien avancer. On est les professeurs à finir le programme. On a eu le premier du Bénin l'année passée à Saint-Augustin. On espère l'avoir aussi cette année. Donc, dans l'ensemble, on est assez bon. Un parfait déroulement de l'année scolaire 2017-2018 dont ne se contentent guère les apprenants. Ils ont développé leur propre stratégie pour réussir leurs examens. Nous avons formé en classe des groupes d'études pour nous renforcer dans les matières dans lesquelles on n'est pas assez fort ou qu'on ne comprend pas bien. Ensuite, on vient t'aider les samedis. Et puis après, si on ne comprend pas, on se rapproche de nos professeurs personnellement après pour qu'ils nous expliquent et on arrive à garder ce qu'on ne comprend pas. Je dois réviser encore plus mes leçons et les assimiler et quelques formules de maths et ça ira. Subsiste malgré tout dans ces établissements une inquiétude. Elle concerne l'issue de l'année en cours. Sera-t-elle validée ou non avec la grève qui n'en finit pas dans l'enseignement public au Bénin? Psychologiquement, il y a certains élèves qui sont abattus du fait que jusque-là, la date n'est pas encore connue. Mais il y a d'autres qui sont prêts. Pour les enfants béninois, j'ai très mal. Parce que ça fait des années que nous déplorons la baisse du niveau de ces enfants. Mais avec ces grèves-là, je dis, aucune revendication n'a pour intérêt de valoriser l'éducation aujourd'hui.
c'est d'abord pour des intérêts personnels. Et on sacrifie des enfants de ce genre. Mais en même temps, j'ai la conviction que l'année ne sera pas blanche. Nous prions beaucoup pour que la situation se régularise, puisque les enfants sont les mêmes. Et nous encourageons ceux qui sont ici à pouvoir continuer, même si on prolongeait l'année, qu'ils aient déjà des acquis. Et puis, à leur tour, ce serait seulement les révisions pour eux. Parce que nos élèves, par exemple, nous n'allons pas les laisser jusqu'à la fin de notre année scolaire ici. Nous retenons les candidats au moins une fois par jour. Ils sont avec nous dans la matinée ou dans l'après-midi jusqu'aux examens. Un recours à Dieu normal dans ces établissements confessionnels privés pour une fin de la grève cause de nombreuses perturbations scolaires dans les établissements publics, pour aussi un retour à la normale dans l'éducation. En interactualité, le secteur ferroviaire le vent en poupe au Mozambique, un dynamisme porté par le groupe privé qui rénove ou développe de nouvelles lignes en privilégiant néanmoins les marchandises au transport de passagers. Reportage. 3 heures du matin en gare de Nampula, dans le nord du Mozambique. Il n'y aura pas de place pour tout le monde à bord de ce train en direction de Kwamba, à 350 km plus à l'ouest. Et pour ceux qui en trouvent une, ce sera plus de 12 heures de voyage dans des wagons blindés. C'est plus possible, il n'y a pas assez de wagons et on est trop nombreux. Le train est toujours plein, il n'y a pas assez de place. Le Mozambique s'est lancé dans de grands travaux pour rénover et agrandir son réseau ferroviaire. Mais le gouvernement de Maputo est endetté jusqu'au cou. Il n'a pas le choix. Il doit confier à des entreprises privées des concessions pour développer les lignes. La société qui exploite ce train est détenue par des groupes miniers brésiliens et japonais. En 2017, elle a bouclé la rénovation de la ligne pour un coût de 4 milliards d'euros. Longue de 912 km, elle relie désormais les mines de charbon de Moatize à l'ouest au port de Nacala à l'est. Et les affaires sont bonnes. Nous avons eu une évolution très positive de 2016 à 2017. Au niveau des marchandises, on a eu une augmentation de 65%. Nous transportons 400 000 tonnes par an. Et au niveau du trafic passager, nous avons la plus grande augmentation de 275%. Mais le nombre de places, lui, n'a pas augmenté. Car la priorité des groupes privés, c'est le transport de marchandises beaucoup plus rentable. Un modèle qui pose problème pour certains analystes. Aujourd'hui, la ligne de Nacala n'existe qu'à cause du charbon. Mais une fois que la mine sera fermée, qu'est-ce qui va justifier la poursuite des opérations ? Pour lui, ce mode de développement rappelle celui de la colonisation, lorsque les lignes de chemin de fer ne servaient qu'à l'exportation des ressources hors du Mozambique. Cap sur la France pour boucler cette édition. Comment un petit village français de 125 habitants perçoit l'action du président de la République française un an après son élection? À Domremy-la-Pucelle, berceau natal de Jeanne d'Arc, les habitants s'expriment. Domremy-la-Pucelle, berceau de Jeanne d'Arc aux confins des Vosges. Ici, le 7 mai 2017, les habitants ont voté peu ou prou comme la France. 63% des suffrages à Emmanuel Macron, 36% à Marine Le Pen. Aujourd'hui, beaucoup déchantent. J'espérais le changement et c'est une chose qui n'est pas arrivée, quoi. Au bout d'un an, on se rend compte que on est toujours obligé de payer de tout partout. Même son de cloche pour Reynald, chauffeur routier à la retraite. Lui aussi a voté Macron, mais aujourd'hui la hausse de la CSG, qui touche particulièrement les retraités, ça ne passe pas. J'ai rogné sur le budget, sur le pouvoir d'achat, sur les loisirs, les plaisirs avec la famille. Puis là, je ne vais plus en vacances parce que faut de moyens, quoi. Devant la maison natale de Jeanne d'Arc, les visiteurs sont réguliers. Ils font vivre les derniers commerces, comme ce restaurant au pied de la basilique. Mais ici aussi, c'est la déception. L'établissement est en perte de vitesse. Son gérant pointe aussi du doigt la hausse de la CSG. Nous, on le ressent sur les sorties mensuelles des anciens qui ne sortent plus les dimanches et ça nous fait clairement 20% de moins d'activité sur ce jour-là. Robert Staub, ancien élu local de droite, déçu par Fillon, a voté Le Pen au premier tour, s'est abstenu au second. Propriétaire d'une maison d'hôte à Domremy, il regrette le manque de mesures pour la ruralité.
Pour nous, c'est plus dur. On n'a pas le tout à l'égout, on n'a pas le gaz, on n'a pas les transports, on n'a rien. C'est pas parce qu'on va faire un discours dans une école d'un petit bled qu'on s'occupe de la France profonde. Sébastien, 29 ans, est membre du collectif Colère 88 lancé en janvier dernier. Déjà quelques manifestations à son actif, il dénonce l'intransigeance du président. Petite banderole avec un grand ras-de-bol au milieu, contre le 80, les péages, la CSG, le contrôle technique, les retraites, tout ce qui va. Dictature, voilà. Grand ras-de-bol. Attendu mardi pour 3 jours dans les Vosges, Emmanuel Macron vient lancer ses consultations citoyennes et parler ruralité. Le collectif Colère 88 envisage de manifester sur son parcours. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.